à l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Moringa, Luka Kupeto Lama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Peto Lama Liboso na Yawe, na koye bisayo lelo, koyibina lanzambe koyo. Voilà, amis téléspectateurs de la télévision responsable, comme notre générique venait tantôt de l'indiquer, il s'agit de l'émission Droit et Société. Nous sommes là en place, c'est pour parler bien sûr droit dans la société louchoise, katangaise et congolaise, avec un invité de marque bien sûr. Il s'agit d'un maître qui va bien nous expliciter sur un sujet très important et délicat pour la journée. Bienvenue à vous tous les passionnés bien sûr du droit, vous qui aimez tout savoir sur l'évolution de la justice en RDC, aussi de quelques cas litigés dans notre pays, pourquoi pas aussi dans la société congolaise. Donc c'est dans cette émission Droit et Société, supervision signée Willy Kailou Jean, et à la réalisation finale, bien entendu, Jean-Pierre Mpolécha, ingénieur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, vous le remarquez déjà, je suis accompagné de quelqu'un, je pense qu'il est déjà passé une fois dans cette émission, Droit et Société, mais quand même, cela n'empêche qu'il puisse revenir sur sa petite présentation. Bon après-midi, maître. Merci beaucoup. Et bon après-midi aussi chez vous. Merci. On vous appelle Maître Cédric, mais il y a un autre nom et peut-être une brève présentation nous permettra d'amorcer rapidement l'émission. Oui, Maître Cédric Konji, c'est un défenseur judiciaire près du tribunal de grande instance de Lubumbashi. Depuis 2010, c'est là que nous évoluons. Voilà, vous êtes en face bien sûr de Maître Cédric Konji, Wakonji, c'est comme ça, défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Lubumbashi, le TGI bien entendu. Alors avec lui, nous allons échanger sur la phase pré-juridictionnelle avant d'assister au procès, avant d'assister à la condamnation et ainsi de suite. Mais il y a une phase qui précède bien sûr toutes ces étapes là-bas. Donc c'est cette phase-là dont nous allons parler, on va traiter de cela dans cette émission. D'entrée de jeu, Maître Cédric, est-ce que tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous regardent de loin, qui nous suivent en ce moment, peuvent savoir quand et qu'est-ce qu'on appelle phase pré-juridictionnelle? Merci beaucoup pour la question, puisque nous devons édifier la population par rapport à la phase pré-juridictionnelle. Oui. Cela, c'est par opposition à la phase juridictionnelle qui se fait devant une juridiction qui est soit un cour, soit une cour plutôt, soit un tribunal. Mais la phase pré-juridictionnelle, c'est en procédure pénale, ce qui se fait devant le parquet ou la police. Voilà brièvement ce que nous pouvons dire par rapport à la phase pré-juridictionnelle. Est-ce que il y a une petite question qui me vient en tête. Est-ce qu'il y a une différence entre phase pré-juridictionnelle et instruction pré-juridictionnelle? Ou bien c'est la même chose? Dans le fond, c'est presque la même chose. Mais la phase, si nous parlons de la phase, nous sommes déjà en procédure pénale qui a deux phases, la phase pré-juridictionnelle et la phase juridictionnelle. Mais l'instruction, ce sont les actes même que posent ces autorités-là compétentes, soit les OPJ, soit les OMP, ils procèdent à l'instruction d'une affaire. Voilà l'instruction au niveau pré-juridictionnel qu'on appelle instruction pré-juridictionnelle. Voilà, et puisque toute la population a compris l'essence de la phase pré-juridictionnelle, j'y arrive, alors la grande question qui reste à poser, c'est celle de savoir qu'est-ce qui se passe pendant cette phase pré-juridictionnelle. Voilà, brièvement et de manière simple, nous pouvons dire que dans la phase pré-juridictionnelle, qu'il y a aussi deux niveaux d'instruction.
le premier niveau qu'on appelle l'instruction préliminaire et aussi l'instruction préparatoire. L'instruction préliminaire qui se fait au niveau de la police. Donc, la police, l'OPJ, l'autorité qui est saisie d'un cas qui trouble l'ordre public, est appelée à comme charge de procéder à avoir des preuves sur la culpabilité de quelqu'un, chercher les moyens de preuve, voir si les faits constituent une infraction. Et là, c'est toutes ces procédures-là, les procédés-là, ça se fait à la phase préjuridictionnelle, précisément à l'instruction préliminaire. Mais au niveau du parquet, il y a aussi toujours les mêmes missions de recherche de la culpabilité, la recherche des infractions, la recherche des auteurs présumés même des infractions. Il y a aussi des actes qu'ils posent là, à ce niveau-là. Ça peut être les enquêtes, toutes les perquisitions, ça peut être tout acte là judiciaire. Voilà. Et maintenant, c'est à ce niveau-là que beaucoup de problèmes se posent. Hein. Quelqu'un, par exemple, qui est lésé, c'est pas moi, par quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Et maintenant, il se pose la question, est-ce qu'il faut aller au parquet? Est-ce qu'il faut aller, je ne sais pas moi, voir un militaire, hein, son frère qui est militaire, général quelque part, colonel, je ne sais pas moi, à qui il doit se confier pour qu'on arrête le monsieur et directement on l'amène en prison. Quelqu'un qui ne connaît absolument rien en cette matière, comment doit-il procéder? Voilà, je crois que même la Constitution, notre Constitution, nous garantit la liberté, les différentes libertés individuelles. Mais dans ces libertés-là, personne ne peut se rendre justice de soi-même. Voilà. La personne doit distinguer s'il s'agit de faits purement civils ou de faits infractionnels. Le parquet, bien qu'il peut aussi recevoir, le parquet ou la police, il peut recevoir des plaintes de nature civile. Bon, des plaintes, mais enfin, le fond, c'est que c'est purement civil. Oui. Il peut aussi recevoir des plaintes qui portent sur les infractions. Alors, la personne lésée doit faire une plainte et c'est là, elle doit être guidée par le praticien de droit que nous sommes, les avocats et les défenseurs judiciaires qui sont habilités à bien guider ces personnes lésées pour que l'autorité compétente fasse son travail. Mais il y a des fois, tout d'un coup, quand il y a un fait qui se produit, directement l'OPJ saute sur la... les policiers, bien sûr, l'arrêtent, on l'amène quelque part dans un cachot de la commune, du quartier, et on l'auditionne, il y a toute une cérémonie là-bas. Bon, je ne sais pas moi comprendre, c'est quel phénomène là? Puisque la population se pose la même question, c'est ainsi qu'on m'a dit, est-ce que vous ne pouvez pas poser de telles questions aux avocats, aux défenseurs judiciaires que vous recevez dans cette émission, les policiers qui arrêtent, qui amènent ça dans leur cachot, bien sûr, au niveau du quartier, au niveau de la commune, et peut-être 3 ou 4 jours, je ne sais pas moi, on est en train on garde la personne qui a commis bien sûr de l'infraction, on la garde dans ces cachots là-bas en raison d'enquête, selon les policiers et les OPJ. Voilà. Pour répondre à cette question, je dirais que l'officier de police judiciaire, il peut se saisir de toute infraction qui est en train de se commettre, donc l'infraction flagrante, intentionnelle bien sûr, et dont la peine n'est pas inférieure à 2 mois, il peut se saisir d'office. Et même vous, là, monsieur Roger, vous pouvez aussi vous saisir d'une infraction qui présente une certaine gravité qu'on appelle les délits en droit pénal. Lorsque cette infraction est en train de se commettre, vous pouvez vous saisir d'office et l'acheminer devant l'autorité compétente. Là, je ne viole pas la loi. On risque d'aller, j'arrive là-bas, on me transforme en prévenu. Non, puisque là, vous aurez à coopérer avec la justice quand il y a une infraction qui se commet. Vous vous saisissez d'abord de l'infracteur, du présumé auteur de l'infraction, vous l'acheminez devant l'autorité compétente. Et maintenant, par rapport au temps que vous avez parlé, dont vous avez parlé, les OPJ ont 48 heures pour procéder à l'instruction, réunir les moyens de preuve et aussi
s'il est chez, l'affaire s'avère aussi grave, il peut transférer le dossier devant son chef hiérarchique qu'est le procureur de la République. Et là, l'instruction va se poursuivre, puisque lui, il n'a que 48 heures. Donc, il ne peut pas dépasser. Sinon, il tomberait sous l'infraction de détention illégale il a procédé au-delà de ces 48 heures lui accordées. Est-ce que, maître, vous avez des preuves que les OPJ détiennent préventivement ceux-là qui ont commis bien sûr des infractions pendant 48 heures seulement? Est-ce que vous n'avez pas des cas qui ont duré longtemps, des gens qui ont fait une semaine, puisqu'il y a même deux questions? Non, il y a quelqu'un qui a fait une semaine, voire même 2 semaines au cachot, on ne les juge pas, on ne fait que bouffer l'argent. Vous, quand vous passez dans de tels cachots là-bas, est-ce que vous ne voyez pas que la loi est violée par ces OPJ, mais que on ne fait rien absolument? Voilà, les OPJ, pour ce qui est de ce cas, les OPJ pensent que les maîtres, les avocats et défenseurs judiciaires sont leurs ennemis, puisque nous sommes en train de dénicher toutes ces pratiques-là. C'est vrai, l'OPJ, on peut lui promettre, dans 72 heures, on va vous payer des sous pour relâcher la personne. Et il est en train de geler la situation pour qu'on lui verse cette somme-là promis. Alors, si nous passons par là, voilà pourquoi j'ai commencé à dire qu'il faut dès le départ être en contact avec un conseil qui va bien vous guider. Et il est capable de faire pression sur l'OPJ qui a les dossiers afin que la procédure soit respectée, puisque là la procédure est même biaisée. Il n'y a pas moyen qu'il garde la personne au-delà de 48 heures, sauf accord préalable, autorisation préalable de son chef. Au cas où il ne l'a pas fait, il doit transférer les dossiers devant son chef. Puisque nous parlons de ces cas, maître, il y a deux personnes qui se sont bagarrées. Oui. On l'a blessé, l'autre grièvement, donc gravement blessé. Est-ce qu'il faut commencer par l'hôpital ou par, je ne sais pas moi, l'OPJ, l'OMP, puisque le cas est déjà très très grave, on va choisir quel angle? Aller à l'hôpital, faire soigner, et quand on va faire soigner, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, mais quand on va faire soigner, c'est-à-dire qu'il y a une trace qu'on va perdre. Puisqu'en droit, là, on nous a dit qu'il y a beaucoup plus d'exigences, il faut avoir de preuves tangibles, ainsi de suite. Maintenant, quand on va faire soigner quelqu'un et que le monsieur là s'est rétabli, donc en droit, nous allons perdre les raisons. Voilà. Vous venez d'introduire encore une notion de l'assistance de la personne en danger, d'une personne en danger. S'il est grièvement blessé, on doit aussi l'assister, l'acheminer à l'hôpital. Mais en même temps, il faut saisir l'autorité compétente pour constater les dégâts. Pourquoi? Puisqu'il y a disparition des traces, des éléments de preuve. Je vous avais dit, dans la phase préjuridictionnelle, on cherche plus à réunir les preuves de la culpabilité de l'existence d'une infraction. Mais s'il n'y a plus les traces, comment vous allez démontrer, même si plus tard il faudrait saisir une juridiction, comment vous allez démontrer qu'il y aurait des blessures, qu'il y aurait quelques dégâts ou préjudices? Voilà l'importance aussi de faire constater par l'autorité compétente, l'OPJ ou l'OMP. Je pense à ce moment-là, donc ils ont prévenu d'abord les dangers, que nous n'arrivions pas à perdre le nôtre, qu'on l'amène à l'hôpital. Cette fois-là, l'OPJ viendra, peut-être s'il faut avoir des éléments de preuve, moi je pense, à mon humble avis, que l'OPJ devait aller faire la descente souterraine, arriver à l'hôpital, et que c'est le médecin qui pouvait lui donner toute la précision possible, qui a eu ça, et la plaie avait telle hauteur, telle grandeur, il y a eu ceci, cela. Est-ce que ces données-là ne sont pas suffisantes pour que l'OPJ établisse l'infraction? L'OPJ a tout le pouvoir et il peut démontrer l'existence d'une infraction par plusieurs manières. Ce n'est pas seulement constater les blessures, les lésions sur le champ. Il peut même se déplacer vers les lieux d'hospitalisation et il constate même là. Et là aussi, s'il faut aller plus loin, le médecin aussi a une charge de savoir, nous avons reçu un malade qui a été blessé, ceci, et ce rapport-là, l'OPJ peut l'exiger ou le ministère public peut l'exiger. Voilà.
comment on peut démontrer? Nous sommes toujours pendant la phase pré-juridictionnelle, bien entendu, même si nous avions évoqué un petit cas qui a essayé un peu de nous amener sur la non-assistance à personne en danger. Concernant la phase pré-juridictionnelle, comme c'est l'OPJ ou l'OMP qui est beaucoup plus concerné, il arrive de fois qu'il y a des constats vraiment amers sur le terrain, que les OPJ transforment même les infractions en auditionnant quelqu'un. On auditionne M. X, tout ce qui est écrit dans les PV d'audition. Donc, vous risquerez un jour, quand on amène le rapport, je ne sais pas moi, auprès du ministère public, par l'OPJ, ainsi de suite, et c'est autre chose que ce que la personne a, puis, c'est pas moi, vous appelez ça déposition. Il a eu à déposer. Exactement. Donc, c'est autre chose que ce que la personne a déposé au niveau de l'officier de la police judiciaire. Je rappelle encore, je reviens sur l'importance d'un avocat ou de défenseur judiciaire. Déjà, dès le départ, quand vous êtes en train d'être auditionné, Oui. vous êtes en train d'être interrogé, l'OPJ est en train d'acter vos déclarations. Et à la fin, il doit vous donner les copies. Vous devez lire, voir si c'est conformément à ce que vous avez déclaré. Lorsqu'il n'y a pas conformité, vous devez dire non, moi je n'ai pas dit ça. Et à la fin, vous devez signer et même parapher sur toutes les pages. Toutes les pages, les feuillets là de l'audition, vous devez parapher pour prouver que c'est conforme à ce que j'ai dit. Si vous voyez que ce n'est pas conforme, vous devez refuser. C'est votre droit le plus légitime. Vous refusez de signer. On ne peut pas vous imposer. On va vous torturer. Ah, si on vous torture, la communauté internationale est là. D'ailleurs, le droit humanitaire veut à ce qu'il y a des libertés et droits pour la personne arrêtée. Une personne arrêtée a aussi droit à une liberté d'expression. Mais maître, dans les cas où l'audition se passe en l'absence des avocats, c'est-à-dire que la personne ne sait même pas, n'a pas le temps de contacter son avocat conseil, par exemple. Mais l'audition se passe immédiatement. Qu'est-ce qu'elle peut faire cette personne qui ne maîtrise absolument rien? On lui pose des questions, elle répond. On pose des questions, elle répond. Et par la suite, on lui impose de signer. La personne signe même sur de fausseté. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc c'est une condamnation, j'espère qu'on va l'arrêter arbitrairement. Il y a des droits liés à la personne arrêtée. Une personne arrêtée a aussi ses droits et devoirs. Oui. Et là, nous voulons dire que la personne arrêtée peut exiger avant son audition qu'il y ait son conseil. Il dit, moi je ne peux pas déposer en l'absence de mon conseil. Il a ce droit-là. Il doit consulter un avocat ou un défenseur judiciaire qui doit l'assister. C'est son droit le plus légitime. On ne peut pas lui imposer, non, tu dois déposer. Mais aussi, chose grave, nous savons qu'il y a des prévenus ou des détenus, lorsque vous les arrêtez, ils déposent la vérité, mais lorsqu'ils entrent dans la seconde école qu'on appelle les amigos ou la prison, ils subissent aussi une autre formation. Et quand ils y sortent, ils changent les versions et ils commencent à dire que ce que je dis, ce n'est pas ce qui est écrit dans les PV d'audition de l'OPJ ou du ministère public. Donc vous voulez nous dire, maître, que à ce jour, tout doit commencer ensemble, bien entendu, avec l'avocat conseil. C'est ça son Vous voulez annoncer une procédure judiciaire, donc l'avocat conseil doit être là, nécessairement. Nécessairement, puisqu'on peut vous opposer le principe de nemo auditur, qui veut dire, ce principe, j'évite d'être aussi, d'entrer en profondeur, veut dire nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui. Si vous n'avez pas eu à prendre un conseil, vous déposez des histoires et vous allez encourir toutes les conséquences possibles. Voilà ce que je peux dire. Ah bon, donc si on n'a pas d'avocat, on ne saura pas s'en sortir soi-même. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont en train d'accroupir dans des difficultés au niveau des cachot. Ils sont beaucoup plus manipulés, permettez-moi, passez-moi le terme, par les OPJ, OMP, ainsi de suite. Maintenant, entre l'OPJ et les MP, officiers de police judiciaire, ministère public, qui est au-dessus de l'autre. Puisque c'est toujours, on dit non, nous sommes arrivés là-bas, on nous a dit qu'il y a MP, non, attendez, quand on va donner les rapports à telle autre personne, c'est l'MP. Donc on est en train, la population sous-estime maintenant les OPJ, on dit non, apparemment les OPJ n'ont pas de valeur, c'est seulement les ministères publics. Dorénavant, je peux dire que
Les OPJ, ce sont les yeux et les oreilles des OMP, ce qu'on appelle les officiers du ministère public, voilà, qui sont des magistrats debout. Ce sont les procureurs. Ils parlent au nom de la société, au nom de la République. C'est pourquoi on les appelle les procureurs de la République. Ils ont la procuration de représenter toute la société, tout l'État, je peux dire. Voilà. Mais les OPJ, ce sont les subalternes, bien sûr, ce sont les subalternes des magistrats. Et ils doivent faire rapport à leur chef hiérarchique, je l'avais dit au début de l'émission. Ils doivent faire rapport à leur chef hiérarchique qui est le procureur de la République. Voilà. Maintenant, pendant cette démarche, bien entendu, la phase pré-juridictionnelle, dès qu'on a toutes les données, on fait rapport à son chef hiérarchique, bien sûr le MP, tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ah, voilà, il y a plusieurs actes qu'ils accomplissent. Les actes judiciaires, bien sûr. Exact, oui. Lorsque le fait s'avère aussi patent, c'est-à-dire il y a existence de l'infraction, l'OMP ou l'OPJ à compétence générale, il peut envoyer l'affaire en fixation devant une juridiction. Mais si le fait s'avère non infractionnel, il peut classer ça parmi les dossiers qu'on appelle, dans un registre qu'on appelle le registre des faits non infractionnels, où il peut classer ça par amende transactionnelle si les faits sont établis mais sont bénins. Donc il y a la bénignité des faits et il y a une opportunité de poursuite. Ils peuvent classer ça sans suite ou par amende transactionnelle. Donc c'est quand on trouve l'intérêt qu'on va fixer bien sûr à une instance et qu'on va ouvrir le procès. Voilà. Lorsque une juridiction est saisie par rapport aux faits commis par la personne, exactement, il y a déjà l'instance qui s'ouvre par l'acte qui saisit la juridiction, donc le tribunal ou la cour. Voilà. Mais maître, pourquoi vous ne pouvez pas aussi adopter aussi la technique de criminologue qui pense qu'il faut toujours respecter celui qu'on appelle l'auteur de l'infraction, il ne faut pas les condamner mais plutôt essayer de prodiguer des conseils pour l'éradiquer d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils deviennent vraiment utiles à la société, mais vous allez toujours très loin pour arriver à condamner. C'est ce qui fait que pendant la phase préjuridictionnelle, par exemple, c'est ça le travail que vous devriez faire. Que quand vous dites à quelqu'un, je vais vous amener au parquet. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Dites seulement à quelqu'un, donc prochainement, je vais vous amener notre affaire, on va la trancher au parquet. Je ne sais pas si vous verrez cette personne-là encore vivre dans votre quartier. Mais vous savez, la phase juridictionnelle, les juges ne sont pas là uniquement pour condamner. Il y a aussi les jugements d'acquittement. Si les faits ne sont pas établis comme infraction, on l'acquitte. Ça se fait, il y a plusieurs jugements ici. Il y a d'abord les bons et les meilleurs juges. Même si vous ne leur donnez rien, ils peuvent acquitter lorsque les faits ne sont pas établis comme infraction. Et maintenant, il y a aussi le caractère d'une peine. Il y a aussi le caractère de la resocialisation. On peut appliquer une peine à quelqu'un pour qu'il puisse se resocialiser. C'est parmi les fonctions de la peine. Donc la peine n'est pas seulement là pour réduire la personne, anéantir la personne et même le niveau de vie d'une personne. Voilà, il y a aussi la fonction de resocialisation. Lorsque vous êtes puni, même la Bible le dit, pour les enfants, il faut au moins fouetter. Lorsque vous êtes un peu fouetté et vous savez vous redresser, comment vivre dans la société. C'est là que je dis toujours que votre principe là de mieux vaut de mauvais arrangements qu'un bon procès, c'est peut-être il fallait l'appliquer pendant la phase préjuridictionnelle. Cette fois-là, ça pouvait arranger les gens, dire non, comme ça, nous pouvons nous arranger à l'amiable, au lieu d'aller tout le temps au parquet, ainsi de suite. Mais l'affaire peut être réglée ici, déjà, selon le principe aussi de nos amis criminologues. À cette question, je vous dis, les arrangements là à l'amiable se font en matière civile. Puisque là, ça intéresse les intérêts des particuliers. Mais pour ce qui est de l'action publique, l'action publique, même si vous vous arrangez, c'est sur vos intérêts civils. Mais l'action publique demeure. Donc, vous ne pouvez pas vous arranger avec l'État, avec la société, mais plutôt avec la personne envers qui vous avez offensé.
Mais pour l'action publique, elle demeure. On peut vous condamner même si vous vous êtes arrangé. C'est le cas de... Je peux donner l'exemple du cas de viol. Oui. Quelqu'un a commis le viol sur un enfant, une mineure, et là, vous vous arrangez, vous donnez même ce que vous présentez comme les frais, la dot ou quoi, en quelque sorte. Oui. Mais l'infraction demeure. Ce n'est pas dire que si vous vous êtes arrangé avec la famille, la belle famille, c'est fini, vous ne serez plus poursuivi, mais l'infraction demeure. L'action publique, le ministère public ou l'OPJ peut se saisir de ce cas. Donc, voilà. Maître, vous voulez dire qu'en cette matière-là, même si j'ai retiré par exemple la plainte, donc l'affaire demeure toujours? L'affaire demeure si, pour l'ouverture des poursuites, on exige une plainte préalable. Je donne le cas de l'infraction d'adultère. On dit, pour que vous soyez poursuivi, il faut une plainte préalable de votre conjoint qui est lésé. Et dans ces conditions, si le conjoint qui est lésé retire sa plainte, cette fois-là, l'action s'éteint, l'action publique s'éteint, on ne sait plus continuer. Mais pour les autres infractions, il y a plusieurs infractions. Pour les autres infractions, lorsqu'on n'exige pas une plainte préalable, mais l'action publique demeure. Merci Maître Cédric. Je pense que nous parlons phase pré-juridictionnelle. Est-ce que les téléspectateurs de la télévision responsable peuvent retenir en synthèse bien sûr quelque chose de votre part concernant cette phase jusqu'à l'ouverture bien sûr de procès et à la condamnation même d'une manière vraiment synthétique? Oui, de manière brève, je dirais que la phase préjuridictionnelle, c'est en procédure pénale ce qui se fait au niveau des parquets et des bureaux de police pour tout cas qui s'avérait infractionnel. Et là, nous avons parlé de la phase, l'instruction préliminaire qui se fait devant l'OPJ, qui a aussi des fonctions, des tâches à accomplir, à rendre rapport à son chef hiérarchique qu'est le ministère public. Ici, en l'occurrence, c'est le PROREP, le procureur de la République, qui a l'hégémonie sur les actes que posent les OPJ. Et s'il s'avère que les faits sont patents et infractionnels, l'OMP, l'officier du ministère public, le procureur, il peut renvoyer en fixation les dossiers devant une juridiction, la cour ou le tribunal. Voilà, si l'affaire s'avère non infractionnelle ou de moindre gravité ou inopportunité de poursuite, il peut classer ça dans un registre qu'il détient. En tout cas, merci beaucoup pour la synthèse, Maître Cédric Congé au Congé, et surtout merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs de la télévision responsable, ça n'est ainsi fini pour ces rendez-vous de droit et société sur la RTIV chaque vendredi à pareille heure. Merci à Willy Kaelou qui nous a supervisé, également à Jean-Pierre Polécha qui nous a réalisé de l'autre côté, Pascal Mbala pour la partie générique. Moi, c'est Roger Ngandou avec l'espoir de vous retrouver prochainement, bien sûr, avec un autre sujet, puisqu'il y a beaucoup de questions, concubinage, que ça veut dire quoi en droit, pourquoi tout ça, et pourquoi les avocats qualifient ça de concubinage pendant que les gens se sont mariés, ils restent là-bas, ainsi de suite, et les avocats veulent toujours compliquer les bidons. Voilà, on va encore en parler prochainement pour que vous sachiez ce qui se passe, et surtout c'est dans le respect des normes bien sûr, et surtout des règles de droit. C'est ce qui intéresse beaucoup plus la société louchoise, katangaise et congolaise. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le vendredi prochain. À l'Éternel. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kinyana Molina, Luka Popetolama. Alléluia. Luka Kinyana Motonyoso, Petolama Libosona Yawe, Nakoya Bisayo Lelo. Kwibina lanzambe koya
sali yangu, ni sali yao, ni sali ya shibote. Me Mungenya samu golf, Mungenya samu ville, Mungenya samu Bulaya. Karibu tena uone wewe mwenyewe. Kama kipofu anamuuliza sema mimi nitakupiga ribu. Kuna yule deja mumukono, sola deja. Sali ya bien, juu ya manifestation yenu yote. Fête yako itapita mu condition ya bien. Ndio mwisho. Louchois et louchoises, voilà enfin votre cadre idéal, nulle part ailleurs. La salle Emavic est à votre disposition pour vos fêtes de mariage, anniversaires et différentes autres manifestations, et cela à moindre coût. Nous sommes au croisement des avenues Kolwezi et du Marché dans la commune Kenya. Pour la réservation, contactez-nous au 84 111 11 51 097 111 11 51 081 399 99 81. Kama unafia kutafuta ama kununue robe ya mariage au koti ya mariage, utaitanisha ku Emavic. Welcome.